Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Savoir-être qui est consacré aux compétences relationnelles, notamment des professionnels de la négociation. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Chimène Boquet. Bonjour Chimène, comment allez-vous? Bonjour Martin, très bien, merci. Xavier, comment vas-tu? Toujours parfait, toujours au poste, fidèle. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je ne pense pas qu'il y en ait, mais on ne sait jamais, Chimène. Donc, Chimène dirige aujourd'hui l'IFOMEN. Elle va nous en parler plutôt en détail, mais l'IFOMEN dépend de l'Institut catholique de Paris. Et je vois que Nadine nous rejoint, c'est parfait. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Bonjour Nadine. Pardonnez-moi, j'ai du mal avec la technique. Alors, Chimène, dans votre parcours, j'ai vu que vous, et c'est très rafraîchissant, vous ne venez pas du monde des avocats, vous ne venez pas du monde, disons, du juridique pur, vous venez plutôt du monde des RH, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et comment vous êtes arrivé à la médiation? Oui, c'est un heureux hasard et qui mérite probablement quelques explications. En effet, moi, j'ai commencé ma carrière dans le conseil avec la volonté de travailler essentiellement pour le secteur public. J'avais ce souhait de travailler justement au service citoyen. Donc finalement, on voit que déjà dès le départ, puis je faisais les liens avec des ONG, il y avait en tout cas une conscience comme ça un intérêt, même si je ne connaissais pas le terme de médiation ni le métier de médiateur. Et finalement, travaillant en France, en Allemagne, en Italie et sur des projets internationaux, j'ai glissé du conseil en management, RH, IT, des choses très techniques, même de finance, pour me rendre compte que sur des grands projets internationaux, sur des grands projets techniques de transformation notamment, auprès de ministères, mais aussi dans le secteur privé, c'est la variable humaine qui faisait, pas qui faisait défaut, mais qui bloquait. Et on avait beau faire des plannings extrêmement délicats, prévoyants, etc. Finalement, c'était l'accompagnement, le temps d'écoute qu'on n'avait souvent pas donné, pas suffisamment aux personnes, qui créaient a posteriori, le jour J, des plantages. Et j'ai aussi parallèlement toute une famille qui travaille dans la formation, donc tout ce qui est développement personnel, écoute, j'en avais entendu mais vraiment beaucoup, donc les parents, j'avais pas envie d'entendre parler, mais tout d'un coup, se réveiller quelques petits souvenirs, quelques lueurs. Et je me souviens d'un projet en République tchèque où vraiment il y avait, on sentait que les gens avaient... C'était lourd, quoi. Il y avait un réel passif. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par notamment un manager à l'époque qui était professionnel de la conduite du changement et qui a vraiment pris cette dimension humaine. Donc, je me suis intéressée à ça, qui va de pair, et c'est là que je fais le lien avec ce que vous indiquiez tout à l'heure, avec la notion RH, c'est la notion de formation. J'écoute, j'accompagne, je forme, et pas de la formation classique, c'est-à-dire descendante, mais aussi où, entre professionnels, on se forme, on échange des pratiques. Ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a amené à changer de métier, finalement, à me tourner vers le monde de la formation et notamment d'accompagner des entreprises à monter des écoles internes, des écoles d'entreprise. Voilà. Et de là, je suis arrivée par d'heureuses circonstances à l'IFOMEN, notamment avec cet apport-là qui est à la fois international, d'entreprise et de formation. De se dire comment entre adultes, on s'apprend les uns les autres des compétences utiles au jour le jour. Alors, le sujet des écoles d'entreprise me paraît très, très intéressant. Est-ce que les entreprises sont demandeuses d'écoles qui basent leur programme sur des compétences relationnelles ou plutôt sur des connaissances dures, enfin ce qu'on appellerait des hard skills ou des soft skills? C'était quoi? Parce que je ne connais pas trop ce domaine, donc là, vous m'intéressez. C'est quoi la demande en général des entreprises en matière d'école interne, de formation interne?
Alors, c'est très intéressant parce qu'en réalité, il y a une demande croissante pour les soft skills. Donc, en tout cas, le titre de votre podcast se prête au sujet. D'autant plus d'intelligence artificielle, de complexité croissante, que ce soit en termes d'innovation technologique, sociale, des défis environnementaux auxquels on fait face. Les entreprises ont besoin de s'adapter de plus en plus rapidement et dans un contexte d'incertitude. Donc, je vous apprendrai rien en disant que ça crée une certaine tension chez les gens de ne pas savoir où ils vont et de ne pas comprendre d'où viennent les impacts, entre guillemets. Donc, on est sur la fameuse différence compliquée et complexe où il peut se passer plein de choses. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis comme la grenouille dans la cocotte. Et d'un coup, ça ne va plus du tout, ça déborde. Donc, ils ont à la fois des enjeux d'entreprise, de s'adapter, de rester réactifs, voire proactifs sur le marché, et à la fois des enjeux humains de gens qui ne savent pas toujours où ils en sont, donc de tensions croissantes. On a sur la formation aujourd'hui de plus en plus de demandes, notamment de formation sur l'agressivité, gérer l'agressivité. Donc on est même avant la médiation, hein, là on est sur quelque chose de beaucoup plus général, mais c'est un point pour moi qu'il faut se dire, c'est avant même de devenir médiateur, il y a une multitude de gens et de contextes dans lesquels ces compétences, ce savoir-être est important à développer. Beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs même dans des PME, me disent de plus en plus fréquemment que leur rôle premier aujourd'hui, c'est d'assurer dans un marché volatile où on peut, dans beaucoup de domaines, quitter la boîte et aller vers une autre pour X raisons, me disent que leur premier rôle aujourd'hui, c'est d'assurer une bonne ambiance, une bonne entente au sein de l'entreprise pour être sûr que leurs bons éléments ne partent pas et que les éléments peut-être moins satisfaisants ne mettent pas une ambiance délétère qui inciterait tout le monde à partir aussi. Donc ça a l'air en effet de devenir aujourd'hui une préoccupation première, y compris dans les petites entreprises. Alors dans les grandes entreprises, je ne savais pas qu'elles créaient comme ça des écoles. Je savais que ça existait dans les très très grosses, les GAFAM, mais je ne savais pas que c'était une tendance et ça paraît très intéressant que ça rentre aussi dans les entreprises. Ce qui pose aussi la question du moment. J'ai cru comprendre que l'IFOMEN aujourd'hui s'ouvre à la formation initiale de manière beaucoup plus large, même si elle a toujours existé, et Xavier en est le témoignage vivant. Mais le moment de la formation, à votre avis, est-ce qu'il y a un bon moment pour se former à la médiation? Est-ce qu'on devrait le faire idéalement à l'école primaire ou à la maternelle, ou est-ce qu'il faut le faire en formation initiale quand on est étudiant, quel que soit le domaine, puisqu'en vous écoutant, on voit qu'il y a beaucoup de domaines qui gagneraient à se former à la médiation. Est-ce que vous avez une idée un petit peu là-dessus? Parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, je pars de l'idée, mais parce que je suis avocat et que voilà, il faut avoir vécu, il faut voir le mal qu'on est capable de faire lorsqu'on n'est pas formé pour en comprendre réellement tout l'intérêt, mais j'espère avoir tort. C'est un vaste sujet. Et je pense que finalement, je vais répondre à votre question, mais finalement, c'est la variété des profils aussi, la variété des expériences, de pouvoir avoir quelqu'un de jeune dans sa carrière, comme Xavier nous parlait de son expérience à l'IFOMEN, mais et des personnes qui sont dans le vif du sujet, comme vous aujourd'hui, et des personnes qui sont peut-être en fin de carrière, qui veulent une reconversion et qui témoignent d'une expérience, d'une sensibilité à la relation qui est différente, d'avoir ces mêmes personnes autour de la table et de dire, pas on va tous vous apprendre la même chose, mais vous allez partager vos expériences et vos regards et faire des mises en situation ensemble et approcher des conflits ensemble, c'est là qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça, aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui, on essaie d'encourager, alors ça se faisait en catimini, entre guillemets, par le passé, d'avoir des jeunes qui viennent, mais aujourd'hui, on ouvre plus largement avec des tarifs adaptés, avec aussi une communication auprès des jeunes, une sensibilisation. Et un des messages principaux qu'on
dit, c'est de un, la médiation et les modes amiables de règlement des différends, parce qu'il n'y a pas que la médiation, ça fait partie des sujets du futur. En tant que juriste, qu'avocat, vous avez besoin de savoir ce que c'est, et vous aurez un cran d'avance. Alors peut-être pas pour longtemps, puisque ça se généralise, mais en tout cas, c'est important de le connaître. Et puis même si vous faites du droit professionnel, que vous allez en entreprise, etc., toutes les compétences, le savoir-être que vous aurez acquis, il sera valorisé et valorisable. On va vraiment, ça dénote, et c'est de plus en plus recherché par les entreprises. Donc pour moi, tous les profils sont bienvenus. C'est là que naît la richesse. Alors pour le coup, moi, c'est ce que j'avais vraiment trouvé intéressant dans la formation IFOMEN, c'était notamment de se retrouver avec des non-juristes, parce que nous avons tendance, avocats, je fais mon mea culpa pour tous, mais vous direz, Nadine et Xavier, ce que vous en pensez, mais nous avons tendance à rester trop entre nous. L'entre-soi fait partie presque, non pas de l'essence, mais de la nature de l'avocat. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant de voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre, et notamment les non-juristes avaient une vision dans les simulations des choses très, très enrichissantes et très différentes de celle de l'avocat qui est très formaté, qui met les choses inconsciemment dans des cases parce qu'on a été formé à qualifier, à faire notre travail de juriste, évidemment, de juriste classique, le syllogisme. Et c'est vraiment enrichissant de rencontrer des gens qui viennent de tous horizons, y compris des gens en cours de formation et qui n'ont pas encore eu de se frotter au conflit. Vous parliez des projets. Est-ce que la place de la médiation de projet vous semble aujourd'hui, est-ce que la médiation de projet vous semble occuper la place qu'elle mérite, ou est-ce qu'elle devrait prendre plus de place encore, ainsi que la médiation peut-être préventive, ce qu'on appelle la médiation de prévention, ou de prévention des risques ou de réitération des risques? Est-ce que vous trouvez qu'elle a déjà une place suffisante aujourd'hui, ou est-ce que l'IFOMEN notamment compte lui donner une place plus importante? C'est une vraie question. Pour moi, elle dépasse même celle de la médiation de projet. Évidemment, c'est un sujet extrêmement important, même la notion de prévention. Elle rejoint cette question de la sensibilisation à des publics plus larges, et je dirais même plus peut-être d'expliquer les apports de la médiation dans les organisations, même en termes de gouvernance. C'est-à-dire que je suis certaine qu'un dirigeant, qu'un cadre supérieur peut apprendre des conflits interpersonnels dans son entreprise pour développer son organisation, pour l'améliorer et la faire coïncider avec l'air du temps et avec les personnes qui la composent. Je ne serai pas la première à dire qu'une organisation, c'est les personnes qui y vivent, qui y travaillent. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un point fondamental d'expliquer, de dire, en mettant en place des systèmes de médiation, d'écoute, vous pouvez avoir des rapports, par exemple, je sais que ça se fait dans les grandes organisations internationales, des rapports qui vous expliquent, vous donnent des données sur le nombre de conflits, sur le type de conflit, sur des données peut-être systémiques aussi, des choses qui se passent à certains endroits qui ne se passent pas à d'autres. Vous pouvez en tirer des enseignements. Et c'est là où on rejoint la notion de prévention et de médiation de projet. Je pense qu'il y a un vrai dispositif organisationnel à créer pour que ça fonctionne bien. Donc, c'est deux chemins qui se rencontrent. Peut-être le vôtre en tant que sur la partie médiation de projet, et puis celui d'aller parler à des entrepreneurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ou à des cadres supérieurs pour mettre en place des dispositifs pérennes. On n'aura pas le temps de l'évoquer, mais la question du choix de l'interlocuteur aussi est primordiale. J'ai pu m'en apercevoir en croyant naïvement au début que le directeur juridique serait toujours le bon interlocuteur, que nenni, ça n'est pas toujours le cas. Et donc, il y a une réflexion aussi à avoir sur le choix de l'interlocuteur, et il faut parfois en tester, entre guillemets, en tenter plusieurs pour trouver le bon.
mais il y a encore de quoi faire. Martin, je vais intervenir 2 secondes sur les propos de Chimène de tout à l'heure, puisqu'elle était en plein dans mes préoccupations et mes pensées depuis longtemps, en évoquant quelque chose qui me fait penser à l'éducation populaire, c'est-à-dire se transmettre entre nous avec les vieux chevronnés blanchis sous le harnais et qui peuvent transmettre leur expertise sans faire appel à des experts extérieurs, justement. La formation entre pairs et donc l'éducation populaire. Je relève un léger paradoxe me concernant, c'est que suivant les travaux de Bernard Stiegler, que peut-être vous connaissez, et notamment de son organisme Ars Industrialis, qui a notamment travaillé sur le sujet de la destruction volontaire des organisations, de la destruction des savoirs traditionnels et des savoir-faire et savoir-être qui étaient joints à ça. Et en imposant des process, des étapes, des cases, desquelles les salariés, les travailleurs, les ingénieurs ne peuvent plus sortir. Donc ce phénomène a bloqué le développement, la bonne entente des salariés entre eux, les savoir-être et savoir-faire des employés. Et donc, on arrive à tenter de changer une culture qui était une culture très liberticide des savoir-être et savoir-faire dans l'entreprise, et en essayant maintenant de changer tout ça en disant, mais regardez, écoutez vos salariés, la tension entre eux, les difficultés, les trans au travail et toutes ces choses, et essayer d'en faire quelque chose. Donc j'ai l'impression c'est un retour vers le futur finalement. Voilà. C'est très juste. J'ai l'impression que souvent, en fait, le changement se fait malgré nous, qu'on le veuille, il me semble un peu excessif de dire que un dirigeant ou un comité de direction peut dire voilà, on va imposer telle culture. En réalité, même si, et au bout de 5 ans, on change de culture parce qu'on a changé de dirigeant ou peu importe, etc. Donc, c'est vraiment le dialogue qui va faire que, en effet, même certaines habitudes, c'est très intéressant sur le point de savoir-être, parce que il y a des savoir-être. Je regardais ma dernière petite sœur de 15 ans, ils paraissent complètement inadaptés, et pourtant ils sont adaptés dans son monde à elle. Et c'est là où cette capacité d'écoute, elle est intéressante en fait. C'est dans ce dialogue que se passe tout. Donc il faut en tout cas, chacun fasse le travail pour lui-même de s'ouvrir à l'autre. Vous pouvez nous donner des exemples peut-être de savoir-être, parce que mes enfants n'ont pas encore 15 ans, mais j'aimerais savoir de quoi on parle exactement. Alors, je vais rentrer dans le cliché, donc j'espère qu'elle ne verra jamais cette vidéo. Mais typiquement, le rapport aux autres, au phénomène social, le fait de s'isoler. Alors, bon, évidemment, il y a un facteur âge aussi qui est peut-être par rapport à nous, peut-être que c'est par rapport à nous d'ailleurs, nous qui sommes plus vieux. Mais il y a un rapport à notre ami le téléphone portable, la connexion systématique, le fait d'être très à l'aise pour gérer tout ce qui est connexion avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Mais quand il faut commander un café, est-ce que tu peux demander à ma place, s'il te plaît? Et ça, c'est un phénomène qui, même pour moi, qui est un peu plus du double de son âge, est très étrange. Donc, quand j'imagine l'écart avec des personnes, moi quand j'ai commencé ma carrière, c'était compliqué de passer un coup de fil téléphonique. J'avais une angoisse d'appeler. J'étais à l'aise avec le mail, mais pas avec l'appel. Donc j'ai dû franchir ça. Mais je vois mes parents, mes grands-parents qui adressent la parole à n'importe qui dans le métro. Donc maintenant j'ai acquis ça, mais qu'il y a une fluidité, ou même qui regardent d'autres cultures.
je pense à l'Afrique, mais il y a des choses on n'a pas du tout le même regard, la même attitude, la notion même de ce qui est poli, ce qui est décent est complètement différente. Et ça ne veut pas dire que la mienne est la bonne. Ou en tout cas la bonne même pour le futur, en fait. Comme le contexte externe a changé, je ne peux pas garantir. Voilà, moi j'ai une expérience, la technique fonctionne à certains endroits, mais peut-être que je suis déjà biaisée. Et Chimène, comment, en tant que directeur d'une école de formation, on arrive à prendre en compte ces évolutions sociales, sociétales, comportementales, justement pour continuer à former, à s'adapter et être, on va dire, à la page, entre guillemets? Alors, c'est un travail qui ne se fait pas tout seul. C'est une excellente question. C'est vraiment un travail de groupe, en fait, d'intelligence collective, justement. Et là où j'ai de la chance, c'est qu'IFOMEN a toujours eu cette valeur de dire non, on ne donne pas une méthode, on partage des témoignages. On choisit des personnes qui ont une expérience, qui ont quelque chose à dire ou à faire vivre. Et je ne sais plus quel intervenant il y a quelques jours me disait « Je suis très heureux quand j'entends des étudiants qui me disent mais ce que vous racontez là, on m'a dit le contraire il y a 2 semaines. » Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de vous montrer des vignettes et à la fin, vous faites votre marché et compte tenu de la personne, compte tenu de la situation, vous allez proposer la méthode qui vous semble la plus adaptée à vous et au métier. Donc, voilà, ça, je peux garder ce contexte-là, qui est très évolutif et organique par nature, mais derrière, c'est des intervenants qui proposent, des étudiants qui nous disent ça, il manque, là, il faudrait développer, des rencontres comme aujourd'hui, mais il manque un peu tel ou tel sujet, et derrière, on va aller chercher une personne qui apporte un regard neuf. Je rejoins complètement sur ce que vous venez de dire, Chimène. C'est pas la raison pour laquelle je m'étais inscrit. J'ai expliqué que je m'étais inscrit à IFOMEN parce qu'il y avait des non-juristes et je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça audacieux du point de vue d'un avocat. Mais j'ai trouvé en effet que la variété des approches des intervenants était vraiment la chose intéressante. C'est-à-dire que, et c'est la chose avec laquelle souvent, moi, je trouve que les étudiants jeunes ont un peu de mal avec ça, justement. C'est ce que je m'aperçois parce que je forme à la fac, en tout cas. Si les intervenants n'exposent pas exactement la même méthode ou s'ils n'insistent pas sur les mêmes points, ils ont peut-être plus de mal à s'enrichir de ça et à se dire bah, c'est génial, justement, je rencontre 2 personnes qui arrivent à mettre en place des négociations et qui ne suivent pas exactement la même méthode, qui se sont appropriés la méthode. Et je trouve que c'est la richesse de rencontrer beaucoup de gens, d'entendre beaucoup de gens exposer leur méthode et de voir en creux comment les choses peuvent être faites. Alors nous, il se trouve qu'on ne pratique pas que la médiation et qu'on trouve aussi donc dans les diversités, que ce soit en processus collaboratif, en procédure participative, demain en audience de règlement amiable et ainsi de suite. Chaque spécificité de situation nous amène à mieux comprendre la méthode aussi, mais entendre des gens qui officiellement sont tous médiateurs, mais qui en réalité n'ont pas la même pratique, j'ai trouvé ça très enrichissant. Mais alors, ça m'amène une question. Moi, j'ai fait IFOMEN, je ne connais pas les autres grands parcours qui sont proposés sur le marché. Qu'est-ce qui différencie IFOMEN de ses concurrents si IFOMEN a des concurrents, je ne sais pas, sur le marché. Alors, j'ai entendu récemment dans la bouche de plusieurs personnes que j'avais été formé à la médiation confessionnelle. J'aimerais bien que vous m'en disiez un mot parce que moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir été formé à la médiation confessionnelle. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit régulièrement à IFOMEN ? Non, ça vient en général d'une seule source. C'est pas du tout l'approche qu'on a. Au contraire, enfin, notre idée, alors, c'est plutôt de montrer différentes approches, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, donc ces propos n'engagent que ceux qui les tiennent. Néanmoins, un des aspects sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que non seulement la médiation gagne à être pratiquée de manière différente,
Mais au-delà de ça, une des particularités du domaine, si vous voulez, c'est d'avoir un cursus qui est quand même long et très cadré, avec des bases juridiques, voilà, il y a un programme qui est fourni où il y a un engagement qui est personnel. Donc, je rappelle que c'est les week-ends et tout le monde n'est pas disposé à faire au total avec le mémoire près de 200 heures de formation, donc quasiment 1 an. D'ailleurs, tout le monde ne le fait pas pour devenir médiateur, je tiens à le souligner aussi. On forme beaucoup de gens qui se forment à la médiation parce qu'ils ont envie, pour eux, pour leur expérience, pour compléter leur pratique professionnelle, mais pas forcément pour devenir médiateur. On forme évidemment aussi des gens qui ont un projet de médiation très, très clair. Et aujourd'hui, nous, on se pose même la question, j'évoquais... on parlait un peu de médico-social et de santé. On ouvre entrer un parcours dédié à la santé au médico-social. Et une de nos grands sujets, c'est de dire on ne veut pas seulement des cadres supérieurs, des médecins, des administratifs, on veut aussi des aides-soignants, des pompiers, des professions paramédicales. On veut une médiation qui soit pratique. Et à la fois, on a ce niveau d'exigence et de qualité de dire on veut une formation qui soit vraiment construite et pouvoir justifier, pas d'un label IFOMEN, mais dire voilà, c'est quelque chose de sérieux que vous avez fait. Et en même temps, si demain, un établissement médico-social me demande d'avoir une formation courte parce qu'un aide-soignant ne doit pas faire une médiation, mais doit être capable de répondre à une famille qui est inquiète, et je le ferai parce qu'en fait, il n'y a pas de... Pour moi, en tout cas, et là, je m'engage à titre personnel, je ne vais pas dire non, vous n'êtes pas médiateur, vous n'avez pas fait 200 heures, donc vous ne pouvez pas approcher. Pour moi, c'est à nous de faire un pas vers eux et de voir de quoi ont besoin les personnes. En réalité, si je comprends bien, vous faites un va-et-vient entre la théorie extrêmement structurée et la pratique en réalité très concrète en fonction des situations de chaque personne et des besoins rencontrés. Et c'est vrai que quand j'y étais à IFOMEN, c'est ce que je trouvais très pertinent, c'est que chaque fois les intervenants arrivaient à remonter à de la théorie malgré tout, même s'il y avait des approches différentes, même s'il y avait des sensibilités différentes, des adaptations aussi, puisque aucun humain n'est identique à un autre, et on avait des médiateurs aviseurs, des médiateurs facilitateurs, des médiateurs accoucheurs, et malgré tout, avec toujours cette théorie qui était présente, sur laquelle on pouvait se raccrocher. Et ça, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que une fois que c'est fait, que c'est réalisé, on a l'impression que c'est hyper facile et que tout le monde a sa pratique. Et en réalité, c'est comme apprendre la cuisine ou bien d'autres domaines, c'est parce qu'on a fait des heures et des heures et des heures de théorie, de pratique, d'approche comparative, etc., qu'on a vu et qu'on a développé finalement je ne sais plus si c'est système 1 ou si c'est système 2, mais cette espèce de réflexe naturel où on peut se décoller de la théorie. Et donc, quand on devient très très bon aussi, ramener les étudiants et faire les parallèles sur la théorie. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit empêcher les gens qui n'ont peut-être pas le temps ou le besoin de devenir médiateur, d'avoir au moins quelques clés, quelques éléments pour s'en approcher. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment formidable de la part d'IFOMEN, que j'ai suivi aussi, je crois que c'était la deuxième session, moi. C'était sur 1 an. Sincèrement, quand j'ai quitté cette formation, je me suis dit, oula, c'est pas que avec ça que je vais parvenir à médier. Donc moi, je me suis formée pendant 5 ans à la psychothérapie relationnelle pour pouvoir augmenter, mais tout ça fait partie d'un même ensemble de formation et d'amélioration, d'enrichissement de l'être, pour pouvoir effectivement accompagner subtilement les êtres humains, puisque là, on est dans le subtil absolu, quoi.
Donc, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas quelque chose qui va produire ses effets, c'est comment je me suis approprié tous ces savoirs, toutes ces connaissances, comment je les ai travaillés dans le réel, quelles ont été les éprouvées et qui m'ont renvoyé à d'autres nécessités d'apprentissage et de formation, blablabla, qui fait que finalement, je parviens à être un bon médiateur. Mais cette pensée qui est celle d'Ifomène on ne forme pas que des médiateurs, mais finalement, je participe d'une œuvre culturelle nouvelle, c'est-à-dire d'étendre la pensée de la médiation, la pensée du savoir, juste du savoir-être avec l'autre et de partager en humanité, juste partager, mais qui s'appuie sur des savoirs. J'avais repris l'intuition, une définition de l'intuition offerte par je ne sais plus qui parlait de la sédimentation des savoirs. Donc, effectivement, en séance avec quelqu'un ou en rencontre avec quelqu'un, je ne vais pas balancer ma théorie. Je m'en débarrasse, mais elle est là, quoi. Et j'en fais quelque chose dans l'expérience réelle vécue. Donc, grand bravo à Ifomène de s'ouvrir à d'autres formations non qualifiantes diplômantes de médiation. Mais vous voyez, c'est vraiment des expériences comme la nôtre qui font que mon métier est intéressant. Je ne rencontre pas que des médiateurs, je rencontre des personnes qui sont aussi formées et à différentes pratiques, qui ont des expériences qui sont diverses. Et donc, tous les jours sont différents finalement. Ah oui. C'est ça qui est chouette. Oui, vous avez un métier génial, le plus beau métier du monde. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de dire, on forme les gens initialement pour leur donner un bagage qui est solide, mais de plus en plus, on se pose la question et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous aider à faire le pas vers d'autres systèmes qui ne soient pas les nôtres, vers d'autres disciplines, ou peut-être une sensibilisation, une suggestion d'une autre. On parlait il y a un ouvrage que j'aime beaucoup d'éco-psychologie. Et finalement, on faisait le lien en lisant en regardant, en se disant, il cite le chef Seattle, nous aussi, on cite le chef Seattle. C'est des problématiques contemporaines. Peut-être que ça peut se faire, ou des pratiques de musicothérapie, etc. Et dans les médiateurs avancés que je rencontre, beaucoup me disent, mais moi, je ne m'inspire pas, quand je me forme en continu, quand je fais la formation continue, je ne vais pas former sur de la méditation, je vais me former sur toute autre chose, sur de la sociologie, et c'est ça qui enrichit ma pratique. Exactement. Donc, c'est comment faire pour rester un lieu d'échange, et pas seulement la formation qui descend. Et donc, en mouvement permanent. Enfin, moi, je co-dirige une école qui s'appelle le MAT, Mouvement Art Thérapeute, et nous sommes en mouvement permanent. Nous transformons de manière quasiment permanente nos enseignements. Il en est qui sont abandonnés parce que finalement, ça ne correspond plus à notre contemporanéité, et d'autres que nous mettons en place. Et évidemment, l'art-thérapie est sensationnelle pour la médiation. Et oui, j'ai eu des très bons échos à ce sujet. Et c'est toute la difficulté. Alors, je ne sais pas dans votre expérience, mais moi, je trouve que c'est ce qui a vraiment la partie, le cœur de ce métier, c'est de sentir de quoi a-t-on besoin aujourd'hui, de quoi les médiateurs ont besoin aujourd'hui, et quels sont les ajustements à proposer. Oui, passionnant. Justement, moi, c'est peut-être ce que je n'ai pas compris, mais peut-être que vous l'avez dit, mais c'est peut-être allé trop vite. L'idée de créer un parcours santé spécifique au médico-social, au domaine médico-social, c'est parce qu'il y avait un besoin de format plus court ou c'est pour d'autres besoins? Je n'ai pas compris pourquoi les personnes qui seraient intéressées par ce parcours ne peuvent pas suivre le parcours Ifomène classique. Je connais pas, je ne suis pas dans ce domaine, donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas... Non, je n'ai pas expliqué. Donc, c'était une vraie réflexion pour nous. Et je pense que j'entends cette réflexion aussi vraiment de la médiation en plus générale, c'est de se dire, est-ce qu'on doit être médiateur généraliste ou médiateur expert? Il y a du pour et du contre de chaque côté. Il n'empêche, je prends l'exemple de la santé et du médico-social parce que c'est ce qui nous a occupés, mais il y en a d'autres, des secteurs où une expérience est appréciée au moins par les parties.
fort de ce constat et sensible à la question de la santé et des conflits dans le milieu de santé médico-social, on s'est dit il faut qu'on propose quelque chose. Alors, on avait un DU santé, mais qui était séparé. C'était un DU unique. Et il y avait une petite partie, on était mal à l'aise parce qu'on se disait, en fait, être médiateur, c'est quand même être avant tout médiateur. D'abord, on est médiateur et ensuite, on peut choisir de développer telle ou telle expertise sectorielle ou de pratique. Donc, c'est ce qu'on propose dès la rentrée avec ce nouveau format. Donc, le DU, la première partie que beaucoup connaissent reste identique et commune à tous. La deuxième partie est composée, elle aussi, de sous-parties, finalement, des modules obligatoires qui restent communs et des modules optionnels. Et les gens qui choisissent le parcours santé médico-social ont donc des propositions de modules optionnels spécifiques, une direction de mémoire spécifique et des conférences thématiques sur ce sujet. Donc, ils sont médiateurs comme les autres, mélangés à tout le monde, et ils ont en plus un sous-groupe, finalement, avec des enseignements propres à leur secteur pour pouvoir appréhender, finalement, quelques spécificités, quelques contingences de ces métiers. D'accord, donc ça va un peu plus loin que le choix simplement de modules. Je prends l'exemple de la propriété intellectuelle. En propriété intellectuelle, les médiations se font par des gens qui connaissent la propriété intellectuelle, parce que c'est tellement contre-intuitif sur beaucoup de choses que un médiateur qui n'a aucune base en propriété intellectuelle surnagerait au-dessus de ça très difficilement. Donc, je comprends, là, c'est poussé un peu plus loin, c'est-à-dire un tronc commun la première année et un tronc spécifique qui permet de vraiment d'approfondir plus et d'avoir des matières communes. C'est ça. Ok, non, parce que j'avais cru que c'était sur la question du format, des exigences, parce que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis convaincu par l'idée qu'il faut se former sur un temps long, tout simplement parce que ça suppose un cheminement, mais en même temps, c'est pas du tout la demande aujourd'hui. Les gens veulent que ça aille vite. Donc c'est toujours le... Voilà. Ouais. C'est très délicat. Alors, c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs partenariats. On travaille avec le CIDAR notamment sur une formation de médiation à l'anglo-saxonne, médiation navette, que moi j'ai suivi, qui a un format de 6 jours, qui est très très bien aussi. Mais l'approche est différente. Donc vous allez avoir quelque chose de plus fléché, de plus efficace, mais de moins souple. Enfin, de plus efficace en termes de nombre d'heures passées, hein, j'entends, pas en termes de résultats de la médiation. Voilà, c'est pas l'approche qu'on a, mais on a des partenariats, on fait, voilà, de la médiation interculturelle, internationale aussi, c'est encore plus long sur différents pays. Je pense qu'il faut garder cette diversité et c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres concurrents qui proposent d'autres formats et c'est très bien. Nous, on fait le choix d'un temps long, d'une approche solide. On essaie de concilier l'expertise pour ceux qui en ont besoin, qui le souhaitent, et puis un vrai bagage commun, un travail de groupe avec des groupes quand même assez volumineux où il y a des temps de rencontre, des WhatsApp, un club IFOMEN aussi. Donc. Ça me permet de vous poser la question de la formation continue. Ouais. Certes, il y a la formation initiale qui est déjà sur un temps long, et ensuite, il y a ces obligations de formation continue. Est-ce qu'il y a des approches pareilles, spécifiques, spécialisées sur l'approche continue, ou est-ce que c'est au choix du participant ou, voilà, comment sur IFOMEN ça se passe, cette formation continue? Pour moi, c'est une très bonne question. C'est un sujet sur lequel on réfléchit aussi très régulièrement et j'ai pas fini de réfléchir. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'était d'accompagner les médiateurs formés. Pour moi, il faut distinguer le pratico-pratique de, par exemple, comment m'installer, développer mon activité de médiateur, des questions d'analyse de pratique, de réflexion ou même d'enrichissement de son expérience. Là, on peut aller picorer avec des approches complètement différentes. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est
d'accompagner le plus possible au démarrage, donc avec des choses très concrètes, et derrière de sensibiliser. Pour l'instant, on fait ces deux choses-là. Notre offre de formation continue, ce sont des modules qui se dirigent dans ces deux directions-là, quelquefois autour de l'aspect créatif, quelquefois avec du vidéo training ou de l'intelligence collective, des choses finalement un petit peu complémentaires, mais ce n'est pas des formations longues. Aujourd'hui, en formation continue, on ne propose pas de choses longues. Alors, on a une petite nouveauté à la rentrée, c'est un certificat qui sera plutôt à destination des professionnels formés, mais sur l'intelligence artificielle et les MARD. Donc ça sera un peu plus long, mais ça reste quelques jours. Oui, c'est un sujet passionnant aussi et qui concerne la négociation. Il y a pas mal de projets déjà en matière de négociation et d'intelligence artificielle, donc ce sera hyper intéressant. C'est ça. Mais là, on part dans un domaine d'exploration et c'est aussi une des missions qu'on se donne à l'IFOVEN, c'est de ne pas être que dans les sentiers battus, mais d'aller voir ce qui peut être un peu plus sujet à controverse aussi. En sachant aussi, on a dit qu'il existait différentes formations, mais on est quand même dans une activité qui est de plus en plus réglementée, ou qui en passe de l'être en tout cas. Donc ça c'est quelque chose qui, à votre sens, va plutôt faire entrer dans un entonnoir la formation ou le contenu, ou au contraire qui est source de nouvelles créativités. Est-ce que, voilà, je sens que quand même on est dans une profession qui va de plus en plus s'organiser, de plus en plus avoir un certain nombre de règles et d'exigences, de matières communes pour, par exemple, s'inscrire après les cours d'appel ou pour s'inscrire peut-être même demain sur telle ou telle plateforme de médiation conventionnelle. Est-ce que ça a un impact pour vous en termes de formation, ou pour l'instant ça reste encore de la science-fiction, tout ça? Alors, de la science-fiction, ce serait un grand mot. On est toujours à l'affût et c'est notre devoir. Enfin, on a envie de suivre ce qui se fait, ce qui s'envisage en termes de réglementation, ne serait-ce que par souci de conformité et de qualité. C'est là où ça peut devenir intéressant, c'est quand on a des réflexions aussi globales, parce que vis-à-vis peut-être de nos concurrents, des besoins aussi, j'allais dire du marché du travail, mais de la demande réelle ou de l'impact. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui pour essayer de mesurer l'impact des médiations et donc finalement comment former des médiateurs qui vont permettre de résoudre de participer à la résolution de plus de conflits. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est là qu'on a beaucoup à apprendre encore, je pense. On essaye de faire des choses à notre échelle, mais évidemment, si c'est national, on aura un autre regard et à compléter notre offre. Est-ce que vous avez d'ailleurs, Chimène, vous-même mis en place un suivi des médiations et des résultats obtenus, puisque par définition même, tout ça est confidentiel et ça ne paraît pas dans des bases de données, ce qui crée d'ailleurs un petit problème là pour pouvoir apprécier de façon générale la politique de l'amiable. Est-ce que vous-même, vous avez des retours de vos anciens étudiants, ou est-ce que vous avez mis en place quelque chose, une base de données, quelque chose? Alors, ce sur quoi on travaille, on ne suit pas les médiations, mais on essaye de suivre les médiateurs. Donc, par le passé, on a déjà eu des enquêtes pour notamment savoir parmi nos anciens étudiants qui est devenu médiateur à temps plein, à temps partiel, ponctuel ou pas du tout. Voire même ajouter cette mention de j'utilise les outils, mais je ne suis pas médiateur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on garde dans la tête pour poursuivre, ne serait-ce que pour adapter derrière aussi nos propositions, offrir quelque chose de pertinent. Mais moi, je suis très intéressée en fait à prendre les résultats, notamment je crois que le CNM travaille sur cette question,
nos voisins européens, quelquefois, publient des études. Le SIDA, que je mentionnais tout à l'heure, publie un superbe rapport annuel parce qu'eux sont en même temps centre de médiation, ce que nous ne sommes pas. C'est des approches un petit peu différentes et en même temps qui nous éclairent. Oui. Donc, Mais ça pourrait être intéressant aussi dans le suivi de vos médiateurs, que j'entends bien ne pas être régulier et voilà, institutionnalisé, d'avoir aussi des retours de données. J'ai eu 10 médiations dans l'année, 3 ont échoué, sans avoir les détails évidemment des résultats, mais au moins qu'on ait une idée de ça, parce que manifestement tout le monde en manque cruellement, et notamment le pouvoir politique, quoi, pour continuer à avancer dans sa politique de justice amiable. Et nous-mêmes, nous formateurs, nous en manquons aussi. Écoutez, je note votre idée. Plutôt pour la partie formation continue, ça pourrait être intéressant, même en termes d'analyse de pratique, d'avoir des petits sondages comme ça. Donc, lors de mon prochain échange avec les intervenants, je leur proposerai. Et oui, parce que rien que cette question-là, j'ai mené un processus de médiation et boum, à la fin, ça a capoté parce que je ne sais pour quelle raison. Donc, effectivement, de quoi j'ai manqué quand même. Oui, tout à fait. À creuser. Suite au prochain épisode, si vous me réinvitez dans quelques mois, on pourrait poser la question. Dans quelques mois seulement, mais dis donc. Le résultat va arriver rapidement. Oui, c'est vrai qu'on manque beaucoup d'indicateurs de performance et c'est lié aussi, les deux questions sont liées, le choix de l'interlocuteur et les indicateurs de performance sont liés parce que finalement, par exemple, dans le monde des affaires, si on se dit qu'il faut avoir des indicateurs de performance, parfois ça peut être par exemple le DAF qui sera plus sensible aux indicateurs de performance que le directeur juridique ou que l'autre poste. Donc c'est aussi, voilà, mais c'est des choses qui manquent. Il y a des trous dans la raquette. D'ailleurs, c'était ma question. Vous, qui rencontrez tant de profils différents, bien sûr, j'ai compris des personnes avant tout, mais parfois des médiateurs aussi. Est-ce que vous avez pu identifier des trous dans la raquette? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le changement de paradigme n'a pas encore eu lieu et que finalement la médiation reste en quelque sorte le plan B dans beaucoup de situations? Est-ce que vous avez identifié des trous dans la raquette au-delà de la formation? J'ai bien compris qu'il fallait se former, qu'il fallait avoir une formation initiale, une formation continue, mais est-ce que vous identifiez d'autres choses en fonction de vos échanges? Ouais, c'est littéralement quelque chose qu'on se demande tous les jours parce que enfin, voilà, c'est là où on est pertinent et intéressant d'aller proposer des choses pour ces fameux trous dans la raquette. Moi, il me semble quelque chose que je trouve flagrant, c'est qu'à chaque fois que je viens pas, vous avez compris, je viens pas du monde juridique et je viens pas du monde des médiateurs. Quand je parle de mon métier aujourd'hui à mes anciens collègues, à mes amis, etc., l'écrasante majorité des gens ne savent même pas ce que c'est que la médiation. Ils vont me dire, médiation animale, médiation culturelle. Voilà. Donc, quand on parle de gens dans des grandes entreprises, c'est pas acceptable. Que ça ne soit ni connu comme mode de résolution des différends, ni connu comme pratique. On va vous parler de gestion ou prévention des conflits. Personne, mais finalement peu de personnes connaissent la médiation. Donc voilà, donc ça c'est une partie des problèmes, c'est de la sensibilisation brute et dure. À la limite, médiation sociale, les gens connaissent un peu plus. Mais ça reste très diffus, donc il faut aller à la rencontre des professionnels, et c'est là où les avocats aussi ont un rôle à jouer, pas seulement entre nous, mais vis-à-vis des clients. Je trouve ça intéressant aussi de pouvoir conseiller, de dire sur le long terme, vous avez plusieurs options, et la médiation, elle vous apporte ça.
On en profite pour rappeler que ce n'est pas un choix, c'est une obligation déontologique pour les confrères qui nous suivraient et qui se poseraient la question. Nous avons l'obligation déontologique de conseiller le client sur la stratégie amiable, même si à ma connaissance, aucun client qui aurait malheureusement perdu son procès n'a encore engagé la responsabilité d'un avocat qui n'aurait pas respecté cette diligence. Mais a priori, nous avons cette obligation, hein, c'est même plus un choix. Donc oui, vous avez bien raison de le rappeler. Mais oui, est-ce que c'est parce qu'il faudrait y être formé dès l'enfance? Est-ce que le moment, en fait, les personnes qui découvrent la médiation la découvrent au moment où elles ont un problème? Finalement, c'est un problème, une solution. Ou tu as un problème, va avoir un médiateur. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que, on sait qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation des professionnels, notamment des avocats. On leur a dit formez-vous, formez-vous, formez-vous. Mais c'est vrai que les campagnes de sensibilisation, il y en a eu une récemment, là, modes amiables, dans lesquels on mélangeait un peu tout. D'ailleurs, on parlait d'arbitrage dans les modes amiables, j'ai pas bien compris moi, mais c'est vrai que le public ne connaît pas la médiation, confond tout, qu'on confond aussi avec la conciliation, y compris chez les professionnels. Beaucoup d'avocats confondent conciliation et médiation. Et ça, est-ce que c'est par exemple le rôle d'IFOMEN ou c'est le rôle de qui? De l'État, de qui? De chacun, de chaque médiateur, de chaque personne formée? Comment vous voyez les choses à IFOMEN là-dessus? Ça relève de l'individu? Oui, je ne parlerai que pour moi et pour l'IFOMEN. Moi, je considère que c'est une partie de mon rôle que d'aller expliquer à des clients, notamment la partie entreprise qui m'intéresse beaucoup, les bienfaits que ça peut avoir, l'intérêt pour eux sur le conflit à un temps X, sur l'aspect juridique, sur l'aspect financier, sur l'aspect organisationnel, sur l'aspect humain et culture. Je considère que ça fait partie de mon travail. Je considère aussi que c'est le rôle de l'IFOMEN, quand l'opportunité se présente, d'avoir des actions de sensibilisation et d'inviter, d'approcher d'autres publics pour leur parler de notre travail. J'aimerais beaucoup, je serais ravie si on a l'opportunité d'aller solliciter aussi des écoles ou des gens plus jeunes, ne serait-ce que pour l'approche de on essaye tout, on verra bien ce qui marche. Et si on peut aller parler à des petits, là on voit l'augmentation de la violence chez les collégiens et les lycéens, et même avant, si on peut aller former les professeurs, accompagner, proposer sur des formats complètement différents, très simples, de jeux, de pratiques, etc., proposer des choses pour avoir ces instruments d'écoute, je serai la première partante. Maintenant, on fonctionne beaucoup à l'IFOMEN sur les opportunités et des gens dans lesquels on croit, avec qui on a envie de travailler, qui nous proposent quelque chose. Donc, si vous avez des envies ou des idées, n'hésitez pas, on est là pour ça. Non, c'est juste que j'aimerais que les choses avancent. Oui, je ne suis pas en train de faire peser ça sur vous, hein, Chimène. Mais c'est bien sûr. Et je pense que c'est vraiment notre rôle à chacun, mais voilà, ça c'est ma vision personnelle et mon engagement. Ça fait très longtemps, effectivement. Moi, je rêve de ça. J'ai 40 ans de bar et je rêve de ça depuis au moins 30 ans. Voilà, mais je vois bien aussi que les choses avancent tout de même, lentement, tellement trop lentement. Mais ce qu'il faudrait proposer, effectivement, nous avons en ce moment les ambassadeurs de l'amiable qui se baladent, portent la bonne parole en France, dans les cours d'appel, etc. Il va falloir créer les ambassadeurs de la médiation partout. Rêvons grand. Partout, effectivement, des séances, des heures, dans les collèges, le corps enseignant, dans je sais pas où, à l'hôpital, enfin partout, ça existe peut-être déjà. Donc les initiatives locales peut-être sont à mener et à encourager, et à porter, à aider. Et ça, je dois dire qu'on a parmi les étudiants, maintenant, on essaie d'avoir de plus en plus les témoignages des anciens étudiants, des alumni. Il y a de très belles choses qui se font au niveau local. Ça aussi, il faut peut-être les faire connaître. Essayer de passer les relais et quand on peut, on republie, on retransfère. Ouais.
Ouais, Et vous avez précisé d'ailleurs que l'IFOMEN n'est pas centre de médiation. Ça, c'était quelque chose qui m'a toujours, ça m'a toujours surpris. J'en profite pour vous le dire. Pourquoi l'IFOMEN n'est-il pas centre de médiation? Vous n'y répondez pas si vous voulez, hein, mais évidemment. Mais c'est une question, moi, que je me suis toujours posée. Pourquoi l'IFOMEN n'est pas centre de médiation? Bon, c'est un choix qui date de bien avant moi, mais en tout cas, il y a une indépendance. Un des bénéfices de ça, c'est qu'il y a une réelle indépendance de l'IFOMEN. Nous, on se veut plutôt comme un lieu de partage et de transmission, mais on n'a pas d'engagement financier ou voilà, on propose un savoir, des pratiques, un temps et des lieux pour se former avec un gage de qualité. Mais c'est vrai que ça a toujours été très séparé de l'activité de médiation en tant que telle. J'ai vu aussi que les journées IFOMEN allaient revenir à la rentrée, là, après l'été. J'ai cru voir. La fête de la médiation. La fête de la médiation, j'appelle ça les journées IFOMEN, la fête de la médiation. Ça sera le 18 et 19 octobre, si je ne dis pas de bêtises, surtout le 19 octobre. Le 18 après-midi étant réservé à toutes les associations ou organisations qui le souhaitent pour organiser leurs assemblées générales, par exemple. On peut mettre des salles à disposition. Et on aura même une remise de diplôme à cette période. Et la journée du 19, là, se rapproche plus de ce que vous connaissez en tant que fête de la médiation, où on vous invite à venir nous rejoindre, mais pas que nous, tous ceux qui vraiment, c'est très très ouvert, donc à tout type de participants, de pratiques. Voilà, c'est un lieu de rencontre pour les médiateurs avec des tables rondes, des ateliers, des livres, des écrivains qui signent aussi leurs ouvrages. On aura, je ne veux pas trop avancer, mais peut-être une pièce de théâtre pour conclure la journée, donc sur le thème de la médiation aussi. Et c'est un rendez-vous avant tout agréable et d'échange auquel vous êtes naturellement invités. Et les gens qui souhaiteraient s'inscrire peuvent s'inscrire où alors? Sur le site en tapant IFOMEN journée. Oui, ou même sur LinkedIn, ça se fait très bien. Maintenant, on fait beaucoup d'événements directement sur LinkedIn. Et donc, vous recevrez toutes les informations. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous écrire par mail à info.ifomen@icp.fr. Donc les personnes qui seraient intéressées peuvent trouver toutes les infos sur le net, sur LinkedIn, vous rencontrer lors des journées de la médiation. Donc, les journées de la médiation à l'ICP, venir nous rencontrer. Si vous avez une organisation et que vous souhaitez avoir un stand, nous écrire, nous contacter. Voilà, même via le site, on vous donnera plus d'explications. L'ICP, comme son nom l'indique, est à Paris. Est-ce qu'il y a des campus ailleurs ou pas? Très bonne question. Vous êtes bien renseigné. Non, pas du tout. Je pose des questions naïves. Je suis le Candide, moi. Eh bien, vous tombez bien. En effet, l'ICP a depuis quelques temps 2 nouveaux campus, un à Rouen et un à Reims. Et on a ouvert il y a maintenant à peu près un mois le DU de médiateur à Rouen. On a eu la première session. Et voilà, on travaille sur l'ouverture d'une session aussi à Reims. Donc ça, c'est de bonnes choses à venir. Très bien. Comme ça, les personnes peuvent savoir aussi, parce que c'est quand même un investissement. Vous disiez les week-ends. Moi, j'étais à Paris, je vivais à Paris à l'époque, mais je voyais beaucoup de gens de province qui venaient pour les formations. C'est non seulement un engagement en temps, mais aussi en transport et en argent pour ceux qui ne sont pas à proximité. Il y a aussi toujours des formations en visio ou ça, c'est fini? Oui, il y a un programme aussi de formation en distanciel. Ouais, c'est important aussi pour les gens qui souhaiteraient. Et pour les dom-toms? Et pour les dom-toms, on est présent en Martinique. Et pour l'instant, cette année, c'était tout. À voir
un peu de suspense pour l'année 24-25. Ok, ben merci beaucoup Chimène. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et je vous souhaite une excellente journée et à tous, à la semaine prochaine. Nous recevrons, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Oui, Vincent, non? On recevra le président de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Donc, n'hésitez pas à suivre l'émission qui est disponible en replay tout de suite dès maintenant et aussi en podcast audio dès cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.